Merci d'être présent à ce débat. Je vais commencer par Monsieur Najowski. Bon, sans revenir sur l'affaire Autolib dans le détail, il y a quelque chose d'intéressant sur ce qui s'est passé, sur ce qu'a révélé l'affaire Autolib, c'est que la mairie de Paris a décidé de passer d'un modèle de délégation de services publics à un modèle de régulateur. Ça, c'est le vrai sujet de cette année. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Qu'est-ce qui vous a amené à changer de braquet sur ce sujet et peut-être pas, par exemple, sur le Vélib Oui, bonjour à toutes et tous et merci pour votre invitation. Le sujet des nouvelles mobilités, il vient nous percuter de manière assez frontale, nous, collectivités, puisqu'on voit qu'avec la révolution numérique, de nouvelles offres apparaissent. Et au final, je dirais que si on regarde ce qui s'est passé avec Autolib, au-delà, je dirais, de la discussion sur la relation entre le délégant et le délégataire sur notamment la qualité du service, ce qu'on peut observer, c'est que Autolib, en tout cas le modèle d'Autolib, a été frappé d'obsolescence accélérée en seulement quelques années. C'est-à-dire que là où c'était un service qui était innovant au début de cette décennie, puisqu'elle a été lancée en 2011, en seulement quelques années, c'est un service qui a dû faire face aussi à la montée grandissante d'autres services de mobilité, je pense notamment au VTC, mais également aux scooters en libre service, aux vélos en libre service. Et de ce point de vue-là, on a un paysage et un environnement qui a quand même significativement changé en seulement quelques années. Et de ce point de vue-là, on voit que le temps de l'innovation technique et technologique est un temps qui est extrêmement rapide et qui va de plus en plus vite, là où le temps de la régulation par les collectivités publiques est un temps long. Le temps de l'administration est toujours un temps long, le temps des décisions est toujours quelque chose de très long. Et au final, voilà, on a eu cette percussion par rapport à un modèle qui est rapidement en fait, devenu obsolète en seulement quelques années. Et donc, quand on discute aujourd'hui des systèmes qui succèdent à Autolib, on parle donc désormais de free floating ou flotte libre pour utiliser un terme français. On est sur des systèmes qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles que ce qui a été pensé par le passé. Et donc c'est désormais plutôt vers ce type de système-là que l'on va. Ça pose aussi, bien entendu, toute la question de la relation entre les opérateurs et les collectivités. À Paris, on a fait le choix, par exemple, dès le mois de juillet de cette année, c'est-à-dire à peine la résiliation du contrat avec Autolib étant acté, qu'on irait donc vers un système souple avec simplement une carte autopartage qui permet donc à des opérateurs de pouvoir déployer des systèmes d'autopartage de véhicules électriques en flotte libre, moyennant simplement le paiement d'une redevance d'occupation du domaine public qu'on a fixé à 300 € par an, de manière à permettre aussi, je dirais, l'avènement d'un modèle économique qui reste encore à démontrer aujourd'hui. Madame Barraud-Serfati, comment voyez-vous ce choix entre ces deux modèles ça marche, hein. Normalement, ça marche. Entre ces deux modèles du rôle des collectivités locales, donc la délégation de services publics et le rôle de régulateur. Oui, alors bonjour à tous, merci d'abord pour cette invitation. Moi je pense qu'effectivement l'exemple d'Autolib il est intéressant et il montre deux choses, peut-être à la fois l'obsolescence rapide du système qui était proposé, mais aussi peut-être plus largement le fait que la DSP et la délégation de services publics est peut-être plus le mode d'intervention qui est le plus approprié aujourd'hui compte tenu de l'évolution du paysage. Et nous, effectivement, l'hypothèse qu'on fait, alors nous, on travaille en fait sur la mobilité, mais plus largement sur l'ensemble des services urbains, parce que je pense que les changements qui sont à l'œuvre dans le champ de la mobilité, ça concerne en fait plus largement l'ensemble de la ville et des services sur lesquels interviennent les collectivités. Et en fait, l'idée, c'est qu'on bascule un peu d'un paysage à la française à une forme de jungle. Un paysage à la française qui était structuré au fond autour de 4 éléments. Le premier élément, c'était l'importance de l'infrastructure. Le deuxième élément du côté des collectivités locales, c'était finalement une répartition par bloc de compétences entre différents niveaux de collectivité. Le troisième élément, c'était du côté des acteurs privés, une régulation sectorielle en fait. Et puis, du côté de la relation entre acteurs publics et privés, c'était effectivement une relation donneur d'ordre exploitant. Et aujourd'hui, on bascule dans une jungle au sens... Je vois Bertrand Fleuros qui nous rejoint. Merci. Au sens où le paysage devient beaucoup plus complexe et beaucoup plus mouvant. Et l'enjeu pour la collectivité, c'est de pouvoir effectivement gouverner ces écosystèmes et donc d'avoir différentes postures possibles.
Merci. Alexandre, tu voulais réagir sur cette question du rôle de régulateur ou de DSP? Oui, mais plus globalement, je pense qu'il y a effectivement une relation à construire avec les villes et les services de mobilité dans la mesure où il y a des nouveaux types de services qui émergent. Vous parlez des flottes libres à l'instant et potentiellement on voit qu'il y a aussi un foisonnement de start-up. On travaille beaucoup avec les start-up dans le domaine de la mobilité et ce sont souvent des petites entités, des entités très innovantes qui ont aussi face à elles tout à inventer, et notamment en termes de cadre et de régulation. Et donc la collaboration, la coopération avec les villes, elle est absolument, de mon point de vue, absolument essentielle, dans la mesure où effectivement on a un boom en France, et à Paris en particulier, de start-up dans la mobilité, d'initiatives, d'entreprises et d'entrepreneurs qui se lancent sur les services de mobilité. Et on sent qu'effectivement, pour que ces différents types de services puissent se développer et donner tout leur potentiel, elles ont aussi besoin d'un cadre qui soit non seulement adapté à leur réalité, mais qui soit aussi souple, agile, et sans doute plus agile que ce qu'on a pu connaître par le passé, les grandes délégations de services publics, qui ont encore sans doute leur utilité pour un certain nombre de services, peut-être moins adaptés, moins bien adaptés pour ces nouveaux services. En tout cas, c'est une conviction personnelle. Je me tourne vers M. Desmieux. C'est vrai que cette année, c'est vraiment le gros sujet, hein, ce sujet de régulation. Est-ce que le cadre légal est suffisant aujourd'hui pour... est-ce que les villes ont les instruments, les outils qu'il faut, ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Alors, je vais répondre pour partie à cette question parce que je ne suis pas un juriste, donc je vais le faire en regardant ça plutôt du métier. Il y a plusieurs points qui sont importants dans ce qui vient d'être partagé. C'est effectivement, le cadre de la DSP est un cadre avec lequel on a beaucoup vécu, qui est un cadre connu, qui pour le coup est encadré, voire régulé. Mais c'est un cadre qui fonctionne avec deux contraintes. L'une, c'est que pour faire une DSP, c'est un contrat, il faut savoir exactement ce qu'on a envie de contractualiser. C'est un processus long, une compétition, avec un modèle économique où on sait que les marges sont capées, donc en fait les rentabilités sont faibles. Et ça, quelque part, c'est l'optimum pour une collectivité publique, pour nous en tant que citoyens dans un système. Et ça, on voit qu'aujourd'hui, la durée de ces processus, c'est trop long, que la complexité de ces processus, c'est difficile de gérer ça avec des services qui sont émergents, dont on ne connaît pas en fait les fondamentaux, industriels et économiques, et il y a bien ces deux volets-là. Et le troisième sujet, c'est que la DSP, elle s'inscrit, une fois qu'on a fait tout cet effort, c'est quand même dans la durée. Donc là, on est aussi hors marché. Et donc aujourd'hui, on voit effectivement un foisonnement d'initiatives. Et là, il y a le sujet de la régulation. Et le foisonnement d'initiatives, on parle du passager, on parle beaucoup du passager, mais en fait, sur le même territoire qui est partagé, il y a le passager et le fret. Et le fret, c'est notamment le fret de proximité, le dernier kilomètre et le e-commerce, x2 en quelques années devant nous. Donc c'est l'engagement des mêmes infrastructures du même espace. D'où la question de la régulation en fait, de l'accès et du partage de ces infrastructures. Et ça, en France, on a eu la LOTI, il y a eu le projet de la loi LOM qui a été partagé hier par la ministre, qui ouvre un champ qui n'est pas complètement abouti, parce que moi, en la lisant, j'ai quand même plein de questions en la regardant, mais qui doit permettre de donner aux collectivités, en tant qu'autorités organisatrices, les moyens en fait, d'organiser ces nouvelles mobilités. Et d'ailleurs, il y a plusieurs changements de mots-clés. On ne parle pas, par exemple, plus de plan de déplacement urbain, mais de plan de mobilité. On ne parle plus d'automobile, mais de véhicules à motorisation terrestre. Enfin, on essaye d'avoir des appellations un peu larges qui permettent de ne pas en fait, préjuger de ce que sera l'avenir et donner quand même aux moyens à la puissance publique d'arriver à organiser sur son territoire ce qu'elle veut pour son territoire, pour ses citoyens et pour son économie. Après, est-ce que c'est suffisant? Pour le moment, je n'en sais rien. On va demander ça tout à l'heure à M. Nage aussi. Je voulais demander à M. Fleurose, qui donc a fondé et dirige CityScoot. Vous êtes implanté à Paris. Vous êtes implanté à Paris sans délégation de service public. Mais en revanche, c'est vrai qu'en discutant ensemble, vous m'avez toujours expliqué que vous ne voyez pas vous installer dans une ville sans avoir une étroite collaboration avec la ville. Donc vous n'avez pas attendu qu'il y ait un cadre légal de régulation. Pour vous, c'est quelque chose de très important. Oui, absolument. Depuis le départ, on a décidé de frapper à la porte des villes avant d'entrer. Ça nous paraît la moindre des choses.
je me suis toujours mis dans la peau d'un maire qui voit arriver tout d'un coup un foisonnement de services dans sa ville. Et je comprends parfaitement qu'il se pose la question de savoir comment réguler tout ça. Et en se mettant à la place de ce maire, on s'est dit, autant lui demander son avis et autant travailler avec la ville. Notre première ville, ça a été la mairie de Paris avec laquelle on travaille depuis 3 ans. On a été en étroite collaboration avec eux depuis le départ. On a échangé des données, des statistiques, des retours sur les bons comportements. Il faut vous dire que l'enjeu principal pour un service comme le nôtre, c'est le stationnement. Donc on apprécie énormément que la nouvelle loi régule un petit peu ou encadre un petit peu les nouvelles mobilités dans les villes, spécialement le stationnement qui nous intéresse. Et avec la ville de Paris, ça s'est extrêmement bien passé. Il faut vous dire aussi que nous, en tant que service de scooter électrique, on opère des véhicules immatriculés, donc verbalisables, régulés, et qui sont déjà soumis à certaines règles très strictes. Je dois vous dire d'ailleurs que quand nos utilisateurs ont des PV, ils en ont de plus en plus, ils recommencent peu, en fait. Et donc on observe en général une amélioration du comportement de nos utilisateurs. Donc oui, nous, c'est très important de savoir, vous savez, chaque ville a sa typologie, sa topologie, a des rues plus ou moins étroites, a un niveau de vie différent, et c'est très important pour nous de travailler avec la ville pour savoir un petit peu dans quel cadre il faut travailler. C'est important que, vous savez, moi j'ai toujours dit qu'entre un opérateur et la ville, c'est toujours la ville qui gagne à la fin. Donc il vaut mieux bien s'entendre avec elle. Monsieur Salomon, vous, en tant que directeur général d'Enedis, vous avez une autre problématique, celle d'organiser des infrastructures avec des mobilités qui sont de plus en plus électrifiées. Qu'est-ce que vous attendez d'une régulation de la collectivité locale ? Alors effectivement, la plupart de ces mobilités propres sont électriques pour l'instant. Donc nous, notre rôle, ça a toujours été d'adapter le réseau électrique pour faciliter ces mobilités. C'est d'abord notre première ambition, faire en sorte qu'elles se développent. Le cadre régulatoire qui est le nôtre, eh bien, on travaille pour le compte de la ville de Paris puisque nous sommes concessionnaires de la ville de Paris. Donc nous, ce que l'on attend, c'est un peu le débat que l'on a ici, c'est à quel moment faire les bons investissements. C'est-à-dire que Christophe nous a parlé d'infrastructures qui sont très vite devenues obsolètes. Nous, c'est comment adapter notre réseau pour favoriser la mobilité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Est-ce qu'on les installe dans un parking ? Est-ce qu'on quadrille la ville de manière organisée ? Et notre réponse, elle est en 2 temps. D'abord à chaque client, parce que j'imagine qu'un taxi électrique n'a pas le même besoin qu'un city scoot, voire que quelqu'un qui possède son propre véhicule électrique et qui voudrait le faire dans son garage. Donc de favoriser tout en ne dépensant pas trop pour la collectivité, puisque nous sommes un opérateur d'infrastructure, on commettrait une erreur gigantesque en modifiant l'infrastructure qui risque d'être obsolète au bout de quelques années. Donc le chemin est étroit entre faire ce qu'il faut mais pas en faire trop, et ça c'est répondre à chaque besoin. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire à chaque usage sa borne de recharge. On voit par exemple qu'un chauffeur de taxi, par exemple, qui aurait une voiture électrique, a forcément besoin d'une puissance rapide, c'est-à-dire d'un temps de rechargement court, s'il est dans la queue du taxi. À l'inverse, peut-être qu'un parc de trottinettes ou un parc de city scoot peuvent avoir un temps de recharge un peu plus long, à débattre avec les opérateurs. Et en faisant cela, on dépensera juste ce qu'il faut sans aller trop vite vers une infrastructure qui serait redondante et donc trop chère pour la collectivité. La régulation, ça vous permet d'anticiper et d'ajuster le dispositif, les infrastructures. Monsieur Najlowski, la régulation aujourd'hui a besoin d'un cadre légal plus fort. Vous avez les outils qu'il vous faut. Est-ce que parfois vous vous sentez un peu démuni ? Quelle est votre réflexion là-dessus ? On a besoin d'un cadre très clairement réglementaire plus fort que celui qu'on a aujourd'hui. Bertrand Fleurose a utilisé le terme de foisonnement pour les nouveaux services de mobilité, et c'est vrai que depuis quelques années, on voit avec la révolution numérique ce foisonnement, cette explosion de nouveaux services de mobilité qui apportent un vrai plus pour les mobilités de nos concitoyens, mais qui nécessitent aussi d'être encadrés et régulés. Et le rôle d'une collectivité publique, c'est justement précisément cela. Et nous sommes attendus là-dessus, c'est-à-dire que lorsque vous avez des services, notamment de trottinettes électriques, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois, qui arrivent dans une ville, et que vous avez des comportements qui ne sont pas toujours compatibles avec les autres usages,
eh bien, ça pose des conflits d'usage, notamment avec les piétons sur les trottoirs, par exemple, avec des gens qui peuvent avoir tendance à circuler rapidement avec ces trottinettes sur les trottoirs, et donc ça pose des conflits. Et il peut y avoir aussi des conflits sur le stationnement, c'est-à-dire la façon dont les véhicules sont disposés soit par les opérateurs, soit par les clients, les usagers, là aussi sur les trottoirs, et donc en générant aussi d'autres difficultés pour les autres usagers. Donc on a besoin d'avoir ces éléments de régulation. Nous avons d'abord choisi la voie du dialogue dans le cadre réglementaire actuel. C'est la raison pour laquelle nous avons signé en juin dernier avec les opérateurs de scooters en libre service et les opérateurs de vélos en libre service une charte de bonne conduite qui nous engage, on va dire, mutuellement à bien faire les choses. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est un outil qui est vraiment utile pour mieux nous comprendre et pour mieux construire ensemble. Mais on voit bien qu'on a besoin quand même d'avoir quelque chose de plus fort, de plus régulé. Et donc c'est tout l'enjeu de la discussion parlementaire qu'on va avoir avec le projet de loi d'orientation sur les mobilités, c'est-à-dire la perspective de ce que nous souhaiterions, nous, c'est-à-dire des licences et non pas d'un cahier des charges, parce que le terme qui est utilisé aujourd'hui, on l'a vu lorsqu'il y a eu la présentation hier par le ministre de la Transition écologique et solidaire et la ministre des Transports, celui d'un cahier des charges, nous semble quand même relativement faible par rapport à la nécessité d'avoir réellement un rôle de régulation pour les collectivités publiques. Et je pense que les collectivités aujourd'hui sont attendues. On n'a pas ce pouvoir de régulation alors que les concitoyens donc, sont en demande. On a vu aussi ce qu'a pu produire ce foisonnement dans d'autres pays par le passé. On voit par exemple qu'à San Francisco, la mairie de San Francisco a dû même interdire à un moment donné les trottinettes en libre service parce que c'était le bazar tout simplement. Donc on a vu à Londres que le maire de Londres, en tant que président de l'autorité Transport for London, a même à un moment donné retiré la licence à un opérateur de VTC bien connu, donc parce qu'il y avait un problème de sécurité. Donc on a besoin à un moment donné d'avoir cette régulation face à ce foisonnement de manière à ce que ces services de mobilité rentrent bien dans un cadre qui est celui de l'intérêt général. Madame Barros-Sarfati, je vais vous demander, la maîtrise de l'infrastructure, est-ce que finalement ce n'est pas l'un des principaux leviers de régulation d'une collectivité locale ? Oui, effectivement, je pense que l'espace public, en fait, devient véritablement un actif stratégique, en fait, et c'est sans doute un des principaux leviers à la disposition des collectivités locales. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que vous voyez que Google avec Cord et Uber avec ShareStreet sont en train justement de s'intéresser à une partie spécifique de l'espace public, hein, ce qui s'appelle the curb, c'est-à-dire l'espace tampon en fait, entre la chaussée et le trottoir, sont en train de numériser toutes les informations en considérant que cet espace, en fait, c'est l'espace qui a le plus de valeur dans la ville parce que c'est la zone pour la dépose et la prise en charge des passagers, pour, au-delà de la mobilité, toutes les infrastructures de recharge ou aussi les bandes d'apport volontaire. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, me semble-t-il, qui est en train de se passer du côté de l'espace public, mais qui pose aussi la question de qui vont être les nouveaux opérateurs de l'espace public. Est-ce que ça restera la collectivité locale qui en gardera la maîtrise, ou bien si on aura de nouveaux acteurs qui vont se positionner là-dessus. Et juste pour dire, vous savez tous, hein, mais la filiale de Google dédiée aux affaires urbaines s'appelle Sidewalk Labs, ça veut dire les laboratoires du trottoir. Et je pense que ce n'est pas un hasard parce que aujourd'hui, finalement, l'évolution du trottoir incarne peut-être l'évolution des villes. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur la problématique de l'infrastructure ? Oui, plus globalement, peut-être un point sur la LOM et puis peut-être aussi sur la discussion parlementaire qui va s'ouvrir dans les prochains mois. Je crois profondément qu'on est au début d'une nouvelle ère. Et je crois que la thématique de la conférence, elle illustre bien ce qui s'est passé ces dernières années. C'est-à-dire quel rôle pour la puissance publique face aux nouvelles formes de mobilité. C'est-à-dire qu'il y a la notion de confrontation qui, en réalité, a été un grand traumatisme 2014, 2015, 2016, quasiment jusqu'en 2017, dans le secteur taxi-VTC, qui a profondément marqué le secteur de la mobilité. Les entrepreneurs, les entreprises, parce qu'elles ont été à un moment donné tétanisées d'elles-mêmes subir cette situation qui a été la situation du secteur taxi-VTC, et les pouvoirs publics de se dire on peut être potentiellement submergé par des nouveaux entrants, par des acteurs qu'on ne maîtrise pas, sur lesquels on n'a pas forcément la main en termes de régulation, et finalement des acteurs qui sont surtout, pour certains d'entre eux, soit étrangers, c'est pas le cas de Cityscoot, mais enfin en tout cas qui n'ont pas forcément toujours la culture française
européenne. Et donc je crois qu'il y a vraiment cette année est une année pivot, l'année prochaine encore plus très certainement. Et le débat parlementaire sur la loi d'orientation des mobilités va aider, j'espère en tout cas personnellement, mais aider à tourner vraiment cette page de confrontation, de tension potentielle, pour vraiment arriver à une nouvelle ère qui est l'ère du partenariat, de la coopération intelligente entre les maires, les villes, parce qu'en réalité, ce sont vraiment les acteurs au niveau local qui ont les mains dans le cambouis, qui connaissent leur ville, qui connaissent les problématiques, qui connaissent leur quartier, et qui sont au contact des citoyens. Les opérateurs, évidemment, et bien entendu l'État et les ministères concernés également, puisqu'il y a un enjeu, et c'est, moi je crois profondément aussi la réponse que doit apporter le législateur, c'est d'éviter une situation qui est à l'inverse de l'agilité souhaitée par les entreprises et donc à la fin par les bénéficiaires de ce genre de service. C'est une situation où, de ville en ville, on est en train de réinventer la roue en permanence. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça, ce serait un vrai écueil demain, si on est en situation, encore une fois, d'une ville à une autre, de réinventer un nouveau cadre de régulation. Et là, on peut avoir, même s'il s'agit de l'adapter, mais on serait dans une situation où finalement, le temps, même si je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Christian Najewski tout à l'heure, le temps de l'administration, le temps du politique est forcément plus long, le temps de la décision publique, le temps de la concertation, il est nécessaire. Mais c'est vrai que le rythme des entreprises, le rythme des startups, fait qu'il y a aussi des attentes, il y a aussi des services qui sont attendus. On parlait du free floating tout à l'heure, mais c'est valable sur tant d'autres services, que ce soit l'autopartage ou les VTC, c'est encore le cas pour un certain nombre de services. On parle des voitures autonomes, tout à l'heure dans la conférence vous parliez des voitures autonomes. On sent qu'on est au début des phases d'expérimentation. Enfin, quels sont les territoires qui vont en bénéficier en premier? Où vont se faire ces expérimentations? Ça, aujourd'hui, ce qu'on voit, et je termine juste là-dessus, oui, c'est que les services de mobilité ne sont pas réservés au cœur des grandes villes et au centre-ville des grandes métropoles françaises. Monsieur Salmon, vous vouliez réagir peut-être? Oui, sans nécessairement créer de carcan supplémentaire, je pense que clairement la question de l'occupation de l'espace public est posée. D'abord pour plusieurs raisons, parce qu'on voit aujourd'hui que l'urbain dense devient de plus en plus dense et que donc la cité elle-même est occupée à temps plein. Ceux qui travaillent sur l'espace public, voire ils font des travaux, voient aujourd'hui la schizophrénie des choses, c'est-à-dire en améliorant la cité, on dérange tout le monde. Donc on voit bien aujourd'hui que l'espace public, la question se pose, j'irais jusqu'à dire la monétisation de l'espace public, comment on l'utilise, comment on rémunère. C'est une vaste question qui ne couvre pas que Paris, mais l'ensemble des capitales mondiales. Et en n'allant pas trop lentement, je pense qu'il faut la poser, être agile, mais le faire pour tous les acteurs. Donc, oui, M. Desmurs. J'aimerais réagir sur la question des infrastructures, parce que aujourd'hui, moi j'ai été très heureux d'entendre dans les tables rondes précédentes qu'on disait que par exemple sur le véhicule autonome, ça allait être partagé. Ouais. Cet état d'esprit, on l'a ici, on ne l'a pas forcément ailleurs. Il y a quelques semaines, porte de Versailles, ce n'était pas exactement le discours. On était à la fin, on racontait comment on allait quand même vendre des véhicules plus chers, autonomes à les particuliers. La question des infrastructures qu'on a, elle est aussi, on doit la voir à 3 niveaux. On a la question de l'espace, la voirie, les trottoirs, que l'on connaît et qu'on réfléchit, mais qui ne peut pas être pensé indépendamment de l'énergie que vous gérez. Et c'est aussi une infrastructure derrière. Et le troisième sujet, c'est quand même les données et l'information qui doit circuler pour le faire. Et j'aurais presque, et je suis à peine caricatural, je rajouterai l'eau parce que en fait, ces services-là, quand ils sont partagés et en service comme un service, ne sont pas achetés par les clients quand ils ne sont pas propres. Donc il y a peut-être une question avec l'eau aussi. Et là, je tire peut-être un peu le trait un peu plus loin. Mais donc, il faut qu'on réfléchisse sur ces 4 niveaux-là en même temps, sur l'infrastructure. Pas juste sur l'espace. Tout ce qu'on a dit sur l'espace est vrai, mais il faut aussi se forcer à penser les 2 autres dimensions à minima en même temps. Et dans un monde qui va très très vite. Aujourd'hui, on a du mal à moderniser toutes ces infrastructures-là. On a du mal à moderniser rapidement la voirie, le câblage, déployer des stations, déployer des réseaux énergétiques, des bornes. Ça prend du temps, c'est long. On a du mal à le faire la même chose pour la donnée. Et donc, il y a une question de financement. Il faut arriver à financer ça et à le faire vite. Et donc, il y a une question qui va payer. Juste, pour faire un raccourci, juste pour bien comprendre, quand on regarde en Chine, Mobike et Ofo ont levé en quelques mois, enfin, en moins de 2 ans, 2,6 milliards d'euros pour financer. Donc, aujourd'hui, ils peuvent venir, voir une capitale comme Paris et dire « Moi, je vais financer
vos dépenses en fait, de capital pour moderniser votre réseau. Parce que vous n'êtes pas capable de le faire dans le temps imparti, mais moi, je peux vous le financer. Et donc, en fait, on a beaucoup de challenges en même temps, et tout en voulant quand même garder la main sur ce qu'on veut faire. Donc, plus que jamais, il faut prendre de la hauteur, penser les différentes dimensions du problème, et regarder quels sont les bons partenariats, les bons business models à la fin entre les partenaires pour que ça fonctionne et qu'il y ait un service qui soit viable et maîtrisé pour la collectivité. Je voulais demander à M. Fleur, vous vouliez réagir? Oui. J'ai juste une réaction. Tout à l'heure, j'ai prononcé un mot qui fait peur. J'ai prononcé le mot de foisonnement qui a été repris par Christophe. Mais qui est un mot positif. Oui, c'est un mot très positif. Moi, j'ai envie de dire, parce que moi, j'ai une vision d'entrepreneur ici, et j'ai envie de dire aux villes, n'ayez pas peur. Je ne sais pas qui aura finalement le dernier mot, en tout cas l'encadrement entre les autorités organisatrices et le cadre ou le cahier des charges qui va être défini par la LOM, mais je pense qu'à l'intérieur d'un cadre qui sera vraiment assez défini et qui probablement donnera l'octroi aux opérateurs de cette licence, la fameuse licence, je pense que le marché fera sa loi. Il ne pourra pas y avoir dans une ville comme Bordeaux, par exemple, 50 opérateurs. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il y aura une consolidation et qu'in fine, il restera peut-être que quelques opérateurs pour chaque type de mobilité. Donc je tiens simplement à tempérer en donnant la vision de l'entrepreneur sur la réelle concurrence. Ouais. C'est le meilleur qui gagnera. Hein. Le régulateur, ça peut être à double tranchant. Ça peut être un accélérateur de mobilité comme ça peut être une interdiction. On a vu par exemple à Toulouse et Bordeaux qui ont interdit les trottinettes électriques. Est-ce que... Non? Comment? Ah bon, d'accord. Ils ont interdit un opérateur. D'accord. Mais en tout cas... il y a le risque d'une interdiction ou est-ce que vous voyez la régulation comme un espace de dialogue? Oui, bien sûr. De toute façon, je ne pense pas que la régulation sera castratrice. Je pense qu'elle va définir un cadre. Vous ne le craignez pas, même pas? Comment? Vous ne le craignez même pas, que ce soit... Non, je ne pense pas, parce que je pense que l'intérêt de l'État et l'intérêt des métropoles et des territoires, c'est de laisser le libre champ à l'innovation, à la mobilité. On voit bien que quand même il y a des centaines de milliers de personnes, en tout cas dans Paris, qui ont adhéré à ces mobilités, ce qui prouve qu'il y a un intérêt, ce qui prouve que ça fonctionne. En plus c'est propre, la plupart d'entre elles ne prennent pas beaucoup de place. Et donc je ne pense pas que la loi castrera du coup ces initiatives. À partir du moment où les règles du jeu sont claires et laissent place à l'innovation, je crois que ça se passera assez bien pour chacune de ces villes. Vous partagez cette vision, M. Najovsi? Oui, tout à fait. De toute façon, on l'a vu par exemple sur la question des vélos en libre service. Il y a eu là aussi un foisonnement d'opérateurs. Et puis au final, aujourd'hui, on a essentiellement essentiellement deux opérateurs qui restent à Paris. Je voulais également ajouter le fait que pour nous, en tant qu'autorité publique, on ne doit jamais perdre de vue le fait que les politiques publiques, en termes de mobilité, ça doit permettre d'assurer la mobilité de tous et au nom de l'intérêt général, en ne perdant pas de vue les objectifs aussi qui sont de combattre à la fois les deux fléaux que l'on a dans les métropoles, que sont la congestion et la pollution atmosphérique. Et donc on doit aussi avoir ces nouveaux services de mobilité au service de ces ambitions et de ces objectifs-là. Et donc quand on entend parler par exemple de l'avènement du véhicule autonome, le véhicule autonome n'a de sens que s'il est au service d'une mobilité partagée. Si c'est pour reproduire l'autosolisme et donc de reproduire la congestion, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a une phrase d'ailleurs qui m'a quand même beaucoup marqué, qui avait été prononcée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, fin août, par le directeur général de Uber, Dara Khosrowshahi, qui a un nom un peu assez difficilement prononçable, et qui avait dit dans le Financial Times que, en gros, c'était totalement inefficient de déplacer un bloc de métal d'une tonne, à savoir une voiture, pour faire simplement 10 blocs à l'heure de pointe à New York, donc c'est-à-dire quelques centaines de mètres ou au mieux 2-3 km, et que par rapport à ces enjeux-là, donc il y a aussi des enjeux, je dirais, de mobilité partagée et d'autres usages de l'espace public. Et donc ce que ces nouvelles mobilités doivent apporter aussi, c'est un nouveau rapport à l'objet lui-même en termes de mobilité. Ça doit être au service de mobilité partagée pour que ce soit efficient et efficace
pour bâtir une smart city, une ville intelligente, il faut aussi que ce soit avec cette ambition-là. Et donc, nous concevons aussi ces nouvelles mobilités comme étant des outils qui nous permettent aussi, je dirais, d'aller vers des mobilités toujours plus partagées et aussi plus efficientes, parce que c'est ça aussi l'objectif qu'on doit poursuivre. Donc Paris a une conception de favoriser l'émergence d'innovation dans les mobilités. Est-ce que ça peut toujours être le cas dans des villes qui sont un peu plus frileuses et donc utiliser ce levier de régulation pour comprimer, pour castrer, comme pour utiliser le terme de Bertrand Fleurose, ces innovations? Alors, Paris est une grande métropole au niveau mondial, fait partie d'un réseau de métropoles, donc forcément on a une complexité, une richesse qu'on ne va pas forcément retrouver sur tous les territoires en France. Néanmoins, il y a beaucoup de villes en France qui sont très innovantes, qui travaillent sur les transports publics depuis très longtemps et qui travaillent là-dessus. On ne va pas faire le tour, mais si on prend par exemple Grenoble, c'est une ville qui historiquement travaille en fait sur la mobilité, a testé plein de configurations, de voiries, de partenaires, etc. Et aujourd'hui, travaille aussi à la régulation de l'accès en ville, sur le stationnement, y compris une liaison ferrée, câblo-ferrée avec le Vercors. Donc en fait, on a des villes entre guillemets de taille moyenne à l'échelle de la planète, qui aujourd'hui sont très actives et sont capables de réguler leur territoire. Je crois que c'est une question de la puissance publique avec ses citoyens, de savoir quel projet ils veulent pour leur territoire. Et c'est un projet qui est quelle mobilité on a besoin compte tenu de notre territoire. Et dans quelle mobilité, c'est comment on se déplace, comment on produit l'énergie pour se déplacer. Et ce n'est pas toujours de l'électrique. Effectivement, il y a des endroits où c'est compliqué de mettre un réseau électrique et le thermique a encore du sens. Peut-être d'autres solutions. Donc voilà, chaque collectivité, je pense qu'on va se retrouver avec nos élus, avec la puissance publique, pour discuter de quelle mobilité on veut, comment on va la réguler, comment on la met en place, avec quels acteurs. Et toutes les solutions ne seront pas identiques d'un territoire à l'autre, très certainement. Mais ce n'est pas réservé qu'aux grandes villes. Monsieur Fleurose, partout où vous allez, vous êtes accueilli à bras grands ouverts ou pas? Non, je ne crois pas, hein, ce que vous m'aviez raconté. Non, mais je dis effectivement, je suis d'accord avec monsieur. Il y a pas mal de villes qui travaillent depuis très très longtemps sur la mobilité. Moi, j'ai l'habitude d'aller à La Rochelle et je sais que ça fait à peu près 20 ou 30 ans qu'ils travaillent déjà sur la mobilité. Puis il y a d'autres villes, même plus grosses que La Rochelle. Je pense par exemple, j'ai pas honte de le dire, je pense qu'à Toulouse, ils ne sont pas encore prêts à accueillir des services comme le nôtre. Donc je crois que moi d'ailleurs, je pense que ce serait idéal, et j'aurais adoré que ça figure dans le texte, que toutes les villes par exemple de 100 ou 200 000 habitants aient un service dédié aux innovations, aux nouvelles mobilités, et puissent commencer à réfléchir à être une smart city, en tout cas toutes celles qui ne l'ont pas fait jusqu'à ce jour. Mais effectivement, il y a une énorme différence de maturité entre les villes. Voilà, le discours n'est pas du tout pareil, l'accueil est extrêmement différent entre chaque ville et on sent qu'il y en a qui ont beaucoup travaillé depuis longtemps, qui se sont préparés et d'autres qui ne sont pas encore matures. Madame Barraud-Sarfati, vous travaillez beaucoup sur les économies urbaines, en tout cas sur leur modélisation. Est-ce que le tissu de mobilité innovant, ça doit faire partie demain de quelque chose qui doit être pris en compte dans ces schémas? Oui, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, toutes les promesses de la révolution numérique, elles sont porteuses d'opportunités, notamment sur le financement des infrastructures. En fait, je dirais, ce qui caractérise la révolution numérique, c'est notamment 3 éléments. En fait, c'est l'émergence de la multitude, c'est-à-dire que l'habitant usager consommateur devient producteur, et devient notamment producteur de mobilité. La somme des voitures individuelles partagées, c'est une nouvelle infrastructure de transport. La deuxième dimension, c'est l'individualisation, la possibilité de faire du sur-mesure. Et la troisième dimension, c'est la possibilité de faire du temps réel, en fait. Et on voit bien que quand on combine ces 3 dimensions, il y a finalement la promesse de procéder à un ajustement en temps réel de l'offre et de la demande d'infrastructures. Et donc, d'une certaine manière, en favorisant les mobilités partagées, c'est une manière aussi de réduire le besoin d'infrastructures. Donc derrière, il y a clairement des opportunités financières pour les collectivités, avec par contre d'autres questions qui sont posées, notamment sur la régulation. Alors, je pense qu'on va peut-être conclure et chacun pourra prendre quelques minutes pour un mot de conclusion. Qui veut commencer? Parce que c'est vrai qu'on est assez nombreux. Peut-être Alexandre, je sais que tu as plein de choses à dire toi, sur la réglementation. Tu es un grand juriste, toi. Non, mais je pense, enfin, si je dois conclure sans me répéter de trop, et je veux pas
début de l'après-midi, on sort tous du déjeuner, donc ce serait trop dur pour rentrer vraiment dans les détails juridiques. Mais ce qui est certain, et je partage vraiment ce qu'a dit tout à l'heure Bertrand, c'est-à-dire que la loi aujourd'hui est nécessaire pour un certain nombre de nouveaux services de mobilité, parce qu'il y a besoin au niveau national à la fois d'une reconnaissance et puis d'une clarification sur un certain nombre de services. C'est le cas pour le free floating, pour les trottinettes en free floating par exemple. Et en même temps, ce travail avec les élus locaux, avec les maires, et ça, je reviens vraiment sur cette notion de coopération, de travail en commun. On travaille pour Bird, je ne vous l'ai pas cité tout à l'heure, mais on le fait parfaitement, je pense, aujourd'hui avec la ville de Paris. Il y a vraiment la logique d'aller sur aussi des échanges de données. On a peu parlé de données dans notre table ronde, mais ça, c'est aussi très important. Pourquoi ? Parce que quand on est un opérateur de mobilité, on connaît par définition un certain nombre d'informations, ou en tout cas on peut comprendre un certain nombre de choses sur les flux de mobilité, sur les déplacements au sein d'une ville. Et ça, c'est des informations qui sont absolument capitales pour les élus, pour les services chargés justement des mobilités, de l'innovation, de se mettre dans cette matière brute, dans ces données, pour essayer de comprendre ce qui se passe ou quelles sont les attentes des habitants. Donc ça, c'est aussi un champ qui est à la fois déterminé, parce qu'il y a évidemment un certain nombre de contraintes juridiques qu'on ne va pas citer là, mais que vous imaginez en termes de vie privée, d'informations concurrentielles, stratégiques, mais enfin en tout cas il y a un certain nombre de données qu'on peut partager et qu'on doit partager aussi, je crois, quand on est un opérateur, avec les villes, pour les aider encore une fois à comprendre ces phénomènes de free floating et ne pas rester dans un brouillard ou dans un discours qui peut être parfois en fonction de ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Ceci étant dit, et je vais juste en terminer là-dessus, la régulation, elle doit se faire à la fin aussi en faveur des attentes des consommateurs et des habitants des villes. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a une très forte appétence en France pour ces services de mobilité. Ce qu'on peut remarquer, et ça je pense qu'on le voit tous au quotidien, évidemment dans une ville comme Paris et dans la région Île-de-France, ce qui est certain, c'est que, encore une fois, ça dépasse les frontières de la capitale, et on a aussi des attentes très fortes dans des villes, tu en citais quelques-unes tout à l'heure, pour en rajouter énormément sur les services de mobilité. Donc c'est intéressant de voir à la fois ce foisonnement d'initiatives et ces très fortes attentes du côté des Français. Éric Salomon, peut-être un mot de conclusion ? Oui, conclure peut-être sur une note positive, parce qu'on parle de tous les challenges qu'il nous faut relever ensemble, mais on ne peut que se réjouir de voir des scooters, des trottinettes, des vélos, des gens aller à pied, il faut quand même en parler. Et pour notre part, nous, on a équipé toutes nos voitures de capteurs de pollution, et je peux vous dire que les choses progressent. Donc on est dans la bonne voie, et nul doute qu'on saura adapter nos réseaux d'énergie, notre régulation à toutes les flottes à venir. Donc moi, je suis très optimiste. Monsieur Desmures ? Quelque chose à ajouter, peut-être ? Oui, non, je pense que la question de la régulation, effectivement, je ne pense pas que la régulation devienne castratrice. Elle doit permettre de garder cette flexibilité, parce que au-delà du foisonnement des opérateurs, c'est bien le foisonnement de nouveaux produits, de nouveaux modes de consommation qui arrivent, de temps en temps d'ailleurs sans projection. Le micro a marché. Keep it simple. Moi, je crois que c'est très encourageant en fait pour la mobilité, parce que ça veut dire que chacun d'entre nous se réapproprie la façon de se déplacer et essaye de le faire de la façon la plus efficace possible. Et ça, il faut continuer de l'encourager. Il faut arriver à réguler aussi le vivre ensemble dans ces espaces-là. Et je pense qu'il y a un sujet qui est associé à la régulation, c'est l'éducation. Et alors, je sais que City Scooter fait des efforts sur ce sens-là pour former un peu quand même ses conducteurs. Et ça va dans le bon sens. On a aussi une question d'éducation au-delà de la régulation pour permettre effectivement à ces mobilités d'amener tout le potentiel qu'elles peuvent nous apporter collectivement. Oui, c'est bon. Madame Barrosa-Fati. Oui, peut-être deux éléments. Je pense que la discussion qu'on a eue, elle montre que l'enjeu pour les collectivités, c'est de changer sans doute de focale. Jusqu'à présent, elles étaient positionnées en amont dans la production des services urbains.
Et l'enjeu aujourd'hui pour elle, c'est sans doute de s'intéresser davantage à ce qui se passe en aval, lorsque aujourd'hui, finalement, l'essentiel de la valeur est créé auprès de l'usager. Et donc la question, c'est comment se positionner, ou en tout cas opérer au plus près de l'usager. Et puis, encore une fois, peut-être le deuxième point, c'est vraiment l'idée de se dire que les changements qu'on observe dans le secteur de la mobilité sont en train d'arriver dans d'autres services urbains, où là encore, on a cette question du déplacement de la valeur vers l'aval. C'est vrai notamment dans le logement, par exemple, dans l'énergie, dans les déchets. Et donc les questions qu'on traite aujourd'hui, elles se posent plus largement à l'échelle des autres services urbains. Bertrand Fleurose de Cityscoot. Oui, moi j'ai envie de terminer sur une note positive. Évidemment, je trouve ça absolument formidable d'avoir toutes ces mobilités. Je pense que chacun y trouve son compte, selon la distance, le trajet, la météo. Je crois que la nature va bien faire les choses de façon à ce que le nombre de véhicules de tel ou tel type corresponde exactement à la demande. Ça va prendre des années. Il faut évidemment aussi en travailler en concertation avec l'environnement de la ville pour que tout ça puisse se mettre en place correctement. Mais je crois effectivement que, oui, peut-être qu'au bout de quelques années, on va trouver une super bonne harmonisation avec des services propres et pratiques. Et moi, j'en suis ravi. Beaucoup de notes positives, Monsieur Najowski. Vous êtes aussi optimiste? Il faut toujours être optimiste. On est à une période charnière et on voit bien que ces nouvelles mobilités, elles nous obligent aussi, nous, à nous réinventer, à réinventer nos villes et à être plus souples, plus agiles, y compris dans notre approche, pour mieux accueillir et donc offrir un meilleur service aux usagers. Évidemment, je vous dirais que le maître mot pour moi, c'est celui de la régulation. Mais une régulation qui ne se fera pas forcément comme on le faisait auparavant, qui sera peut-être plus souple et plus dans une démarche de coopération et de partenariat entre opérateurs privés et collectivités publiques. Donc c'est tout l'enjeu aussi de la discussion qu'on aura sur la loi d'orientation sur les mobilités. Et puis il y a un enjeu aussi qui est celui du partage des données. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui, tous ces opérateurs sont en possession de données qui sont aussi des outils, en tout cas des données, des éléments qui sont très utiles aussi pour définir les politiques publiques. Si je veux savoir par exemple comment les utilisateurs de Cityscoot se comportent et si je veux définir aussi ma politique publique, j'ai besoin aussi de pouvoir avoir accès à ces données. Vous relancez le débat là. Voilà, il y a la question du partage des données qui sera aussi, qui peut se faire d'ailleurs dans les deux sens. Hein. Et donc il y aura cette question du partage et de l'échange des données de manière à produire des services de mobilité toujours plus performants. Merci beaucoup, merci à toutes vos interventions et puis à très bientôt alors.